la nuit du 2 mars 1991, Paris était encore glacé par le froid du début de printemps. La maison du 5 bis rue de Verneuil, où Serge Gainsbourg avait vécu plus de 20 ans, brillait d'une lumière familière. À l'extérieur, on l'appelait depuis longtemps le temple du chaos, tant la porte noire de cette demeure avait été témoin de nuits d'ivresse, de disputes enflammées et d'innombrables chutes dont Serge se relevait toujours, comme si rien ne pouvait l'abattre. Mais cette nuit-là, un silence étrange planait sur la maison, un silence lourd, plus profond qu'à l'habitude. Et puis, comme un destin écrit depuis des années, Serge Gainsbourg, le génie rebelle de la France, s'est effondré dans la pièce qu'il aimait le plus, sa chambre remplie de livres, de tableaux et de briquets épars, car il ne pouvait vivre une minute sans une cigarette allumée. La mort de Serge Gainsbourg n'a pas été un choc soudain au sens classique du terme. Le public était déjà habitué à le voir apparaître à la télévision dans un état d'ébriété avancé, les yeux cernés, la voix cassée par le tabac, le corps amaigri comme s'il se consumait à petit feu. Durant les dernières années, il semblait marcher sur une frontière fragile entre la vie et la mort, une existence vacillante, presque spectrale. Pourtant, lorsque la nouvelle de sa disparition a retenti, la France entière s'est figée. Car même si l'on savait qu'il se détruisait à petit feu, personne n'imaginait qu'il tomberait si vite. Beaucoup pensaient qu'il vivrait encore quelques années, qu'il provoquerait encore quelques scandales, qu'il irait encore ivre sur les plateaux télé et lancerait des phrases qui diviseraient le pays entre scandale et fascination. Mais cette nuit-là fut différente. Cette nuit-là, le cœur de Serge épuisé par des décennies d'alcool s'est arrêté. Une crise cardiaque a mis fin à 62 ans de chaos, de créativité, d'amour, de désir et de mélancolie profonde qu'il portait en lui comme une seconde peau. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont découvert dans la chambre en désordre les traces les plus honnêtes de sa vie, une bouteille encore scellée, un cendrier débordant de cendres, des photos anciennes de Jane Birkin et Brigitte Bardot, des partitions commencées puis abandonnées, et des vers griffonnés à la hâte, comme s'il avait encore voulu écrire, mais que le temps n'avait plus été de son côté. Le matin suivant, un sentiment étrange enveloppait la France, celui d'avoir perdu quelqu'un que l'on aimait et détestait à la fois, quelqu'un dont on se moquait mais que l'on écoutait, quelqu'un qui dérangeait mais qu'on ne pouvait ignorer. Serge n'était pas un homme parfait. Il n'a jamais cherché à l'être. Il ne voulait pas jouer les héros, ni se donner une image polissée. Il vivait comme il voulait, aimait comme il voulait, créait comme il voulait et se détruisait comme il voulait. C'est pourquoi sa mort a laissé un vide difficile à décrire. La France venait de perdre une part de sa folie, de sa poésie brute, de son insolence artistique. Cette nuit fatale ne marque pas seulement la fin d'une vie, elle marque la fin d'une époque. Une époque où un artiste pouvait être excessif, brisé, scandaleux, mais respecté pour la vérité qu'il mettait dans son art. Pour Serge Gainsbourg, la mort n'était pas une peur. La seule chose qu'il craignait réellement, c'était de ne plus pouvoir créer. Et finalement, il est parti exactement comme il a vécu, sans compromis, avec panache et avec toute la démesure d'un artiste qui n'appartenait à personne sauf à la musique. Avant de devenir Serge Gainsbourg, ce génie rebelle que la France a longtemps aimé et redouté à la fois, il fut un petit garçon nommé Lucien Gainsbourg, grandissant avec le cœur serré par le bruit des bottes allemandes et la peur d'être arrêté à tout moment. Sa famille, des juifs russes exilés, avait le malheur de porter un nom qui, dès le début de la guerre, les condamnait à vivre dans l'ombre et la fuite. Trop jeune pour comprendre la mécanique de la barbarie, Lucien ressentait pourtant la menace comme une présence constante derrière lui. Il apprit très tôt qu'il n'était pas un enfant comme les autres, qu'il devait être prêt à courir, à se cacher, à disparaître. Cette peur première s'inscrivit profondément en lui, façonnant un être qui n'appartiendrait jamais entièrement au monde qui l'entourait. Son père, Joseph Gainsbourg, pianiste brillant mais sans succès, jouait dans des bars miteux pour faire survivre la famille. Serge observait son père avec fascination, la musique devenait pour lui un refuge, un lieu où l'angoisse se dissolvait. Mais en même temps, il voyait l'artiste brisé derrière ce piano, l'homme talentueux que le monde refusait de reconnaître. Cette image s'imprima en lui, l'art était beauté, mais aussi souffrance. On pouvait y donner son âme sans jamais recevoir de lumière en retour. La peur de devenir un éternel frustré, comme son père accompagna Serge toute sa vie. À la fin de la guerre, Lucien retourna à l'école, mais la normalité lui échappait. Il ne s'intégrait nulle part. Les autres enfants riaient, jouaient, vivaient, lui, observaient, doutaient, se tenaient à distance. Ceux qui l'ont connu évoquent un regard étrange pour un enfant si jeune.
Un regard inquiet, profond, déjà fatigué. Ce regard, on le retrouvera plus tard sur le visage de Gainsbourg, un mélange unique de mélancolie, d'ironie et de désenchantement. Frustré, différent, mal à l'aise dans le monde réel, il se tourna vers l'art. La peinture d'abord, puis la poésie, puis enfin la musique. C'étaient des tentatives pour traduire ce qu'il ne pouvait dire, la peur, la solitude, le sentiment d'être un intrus dans sa propre vie. L'écriture devint son salut. Les premiers textes qu'il composa n'étaient ni jolis ni polis, mais ils étaient vrais. C'était la vérité d'un enfant blessé, la vérité d'un homme qui ne trouvait sa place nulle part. Et un jour, il décida de laisser mourir Lucien Gainsbourg pour renaître sous un nouveau nom, Serge Gainsbourg. Ce changement n'était pas un simple pseudonyme, c'était une armure. Serge allait être fort, provocateur, indomptable. Lucien, lui, resterait dans l'ombre, fragile, inquiet, vulnérable. Mais l'ombre ne disparut jamais. Elle habitait chaque note, chaque mot, chaque phrase de ses chansons. Dans la chanson de Prévert, Initials B, je suis venu te dire que je m'en vais, ou encore Mélodie Nelson, on entend le poids d'une vie marquée par la peur et la fuite. Gainsbourg scandalisait souvent la France, mais au fond, il ne cherchait pas la provocation, il cherchait la survie. L'alcool pour étouffer l'angoisse, la cigarette pour calmer les tremblements, l'amour passionné pour vaincre le sentiment d'abandon. Tout son comportement autodestructeur n'était qu'un écho de ce qu'avait vécu le petit Lucien. Et c'est cette enfance, une enfance de clandestinité, de silence, de frayeur qui devint le fil rouge conduisant Serge vers sa nuit fatale, des décennies plus tard. On ne s'effondre pas par hasard, on s'effondre quand le cœur a trop longtemps porté le poids du passé. Gainsbourg a créé pour oublier, a bu pour oublier, a fumé pour oublier, mais rien n'a jamais vraiment effacé la peur originelle. Le 2 mars 1991 n'a pas marqué le début de sa fin. Sa fin avait commencé bien plus tôt, dans les rues sombres, où un petit garçon courait pour échapper à un monde trop cruel pour lui. Si l'enfance a semé l'ombre dans l'âme de Serge Gainsbourg, alors l'amour fut le feu qui l'a réchauffé autant qu'il l'a consumé. Aucune femme ne traversa sa vie sans y laisser une trace profonde, et aucune de ses histoires ne se termina sans une blessure qui continuait de saigner longtemps après. Serge aimait avec l'urgence d'un homme qui craint de perdre tout à chaque seconde, un homme qui ne conçoit pas l'amour autrement que total, dévorant, presque désespéré. Et cette intensité, trop grande pour un cœur déjà fragile, transforma chacune de ses passions en tragédie à la fois magnifique et douloureuse. Brigitte Bardot fut la première à lui faire perdre la raison. Lorsqu'elle entra dans sa vie, elle était la déesse de la France, l'icône du désir d'une génération entière. Serge, lui, se voyait comme un homme trop maigre, trop nerveux, trop laid pour prétendre à une telle femme. Pourtant, leur amour explosa d'un coup, violent, incandescent, brûlant comme une étoile trop proche du soleil. Bardot lui offrit ce qu'il n'avait jamais cru obtenir, le sentiment d'être désiré, choisi, vu. Mais cet éclat ne dura que quelques mois. Bardot partit, et Serge s'effondra. Il erra comme une âme perdue au bord du gouffre, transformant sa douleur en œuvres immortelles telles que Initials B ou Harley Davidson. Bardot lui échappa, mais resta à jamais gravé dans son cœur. Puis Jane Birkin arriva, et le monde de Serge s'embrasa de nouveau, cette fois avec une douceur qu'il n'avait encore jamais connue. Jane était la lumière timide qui apaisa pour un temps le tumulte intérieur de Serge. Leur histoire ressemblait à deux êtres cabossés, se reconnaissant au milieu du chaos. Elle lui offrit la tendresse qu'il avait tant manqué durant son enfance, une forme d'amour simple et pur que Serge n'avait jamais su toucher. Mais même cette douceur ne put le sauver de lui-même. Les nuits d'ivresse, les crises de jalousie sans raison, les mots blessants lorsqu'il perdait le contrôle, tout cela rongea lentement leur amour. Malgré la naissance de leur fille, Charlotte Gainsbourg, devenue plus tard une artiste respectée, la fissure grandit jusqu'à ce que Jane s'en aille. Son départ laissa dans Serge un vide que rien, ni personne ne parvint jamais à combler. Les années qui suivirent furent jalonnées d'autres relations, mais aucune ne lui apporta la paix qu'il cherchait si désespérément. Bambou, la compagne qui partagea avec lui ces dernières années, fut témoin de la lente déchéance de Serge. Elle resta à ses côtés, patiente, loyale, mais impuissante face à la spirale d'alcool, de tabac et d'autodestruction qui contrôlait désormais sa vie. Les nuits, où il se transformait en Gainsbourg, sa version la plus sombre, étaient de plus en plus fréquentes. Il devenait alors un étranger pour lui-même, un être déchiré par ses propres démons, que personne ne pouvait sauver.
Serge aimait avec une intensité si forte qu'elle finissait par détruire tout ce qu'elle touchait, y compris lui-même. Il craignait l'abandon, mais repoussait ceux qu'il aimait. Il désirait la stabilité, mais semait le chaos partout où il passait. Chaque rupture laissait une cicatrice supplémentaire sur son âme, le plongeant un peu plus dans les dérives qui allaient sceller son destin. L'alcool anesthésiait la douleur. La cigarette calmait la panique, mais ses soulagements étaient aussi éphémères qu'illusoires. À chaque fois que le silence retombait sur la maison de la rue de Verneuil, Serge se retrouvait face à face avec ce vide immense qui lui rongeait le cœur. Avec le recul, il est impossible de séparer les derniers jours de Serge de toutes ces histoires d'amour. Elles ne furent pas seulement des épisodes de sa vie, elles furent des chutes successives, chacune l'amenant un peu plus près de la nuit fatale. Car l'amour, pour Serge Gainsbourg, fut à la fois son souffle et son poison. Et c'est dans les ruines de ces passions impossibles que s'est forgée la trajectoire qui l'a mené, inexorablement, vers son effondrement final. Les dernières années de Serge Gainsbourg n'avaient plus rien de l'élan créatif flamboyant, ni de la passion brûlante qui avait marqué sa jeunesse. C'était une époque de destruction lente, de limites franchies chaque jour un peu plus, de combats perdus avant même d'être menés. L'homme qu'on surnommait autrefois le génie provocateur n'était plus qu'une ombre de lui-même, maigre, livide, tremblant, et presque uniquement maintenu en vie par l'alcool et la cigarette. On disait que si l'on voulait contempler la mort avançant lentement vers quelqu'un, il suffisait de regarder Serge Gainsbourg dans ses dernières années. Chaque matin, il se réveillait avec l'arrière-goût de l'alcool encore collé à sa gorge, et son premier verre arrivait avant même qu'il ne puisse se brosser les dents. Les médecins l'avaient averti à maintes reprises. Son foie, son cœur et ses poumons étaient en train de céder. Mais Serge se contentait de sourire. Il répétait souvent « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de vivre une vie sans émotion ». Et parce que le vide lui faisait plus peur que la mort, il continuait de boire, de fumer, de s'abandonner à l'autodestruction, comme à un rituel quotidien dont il ne pouvait plus se passer. La maison du 5 bis rue de Verneuil, devenue mythique pour ses fans, n'était plus ce sanctuaire artistique admiré de tous, mais un refuge sombre où une âme se consumait lentement. Les murs couverts de tableaux, de photos, de graffitis et de souvenirs semblaient être les seuls témoins silencieux des nuits où Serge restait assis dans l'obscurité, un verre à la main, les yeux perdus dans un vide insondable. Certains soirs, il ne prononçait pas un mot. D'autres soirs, il explosait de colère ou d'angoisse. Parfois, il écrivait quelques vers avant de les froisser aussitôt, comme s'il ne croyait plus en sa propre voix. Sa déchéance n'était pas seulement physique. C'était une chute intérieure, émotionnelle, presque spirituelle. La mort de ses parents, les amours brisés, la pression de la célébrité, les critiques constants, tout avait laissé des cicatrices profondes. Dans ces dernières années, Serge vivait dans un état que beaucoup décrivaient comme mourir vivant. Il souriait encore, mais c'était un sourire fragile, prêt à se briser. Il écrivait encore, mais ce n'était plus le cri ardent d'un artiste enflammé, c'était le murmure d'un homme fatigué. Ses apparitions télévisées étaient devenues difficiles à regarder. Non pas à cause de ses provocations, comme autrefois, mais à cause de son corps. Il semblait vieux bien avant l'âge, les yeux cernés, la peau ravinée, les mains tremblantes, incapable de tenir une cigarette sans la laisser tomber. Il s'asseyait sous les projecteurs comme un homme vaincu, révélant sa détresse au lieu de la cacher. Il ne tentait plus de sauver les apparences. C'était comme s'il disait au public « Voilà ce que ma vie m'a coûté ». Ses proches tentèrent de l'aider, mais Serge ne laissait personne pénétrer la forteresse intérieure qu'il s'était construite. Il choisissait la solitude même lorsque celle-ci l'étouffait. Bambou, sa compagne, assista impuissante à son déclin. Sa fille, Charlotte Gainsbourg, l'aimait profondément, mais chaque visite laissait dans son cœur la peur qu'un jour, elle n'aurait plus la chance de revoir son père. Puis les signes devinrent trop évidents pour être ignorés. Il perdait connaissance régulièrement, il manquait d'air en montant les escaliers. Son cœur battait comme un tambour prêt à se rompre. Le barman qui le servait habituellement affirma que Serge buvait comme s'il savait qu'il courait contre la mort. Mais en vérité, la mort ne courait pas vers Serge. C'était lui qui, chaque jour, marchait délibérément vers elle, avec une résignation calme et presque poétique. Personne alors ne savait que la nuit fatale, celle où il s'effondrerait pour la dernière fois, était si proche. Serge Gainsbourg n'est pas mort d'un accident soudain. Il est mort d'une chute lente, commencée depuis des années, alimentée par les douleurs de l'enfance, attisée par les amours impossibles et achevée par les verres d'alcool dans la pénombre de la rue de Verneuil. C'était une déchéance irréversible,
et la dernière œuvre silencieuse d'un génie qui avait toujours préféré vivre trop fort plutôt que pas assez. La nuit du 2 mars 1991, Paris semblait étrangement silencieuse, comme si la ville pressentait qu'un drame était sur le point de se produire. La maison du 5 bis rue de Verneuil, où Serge Gainsbourg avait vécu, créé, aimé, pleuré, et s'était détruit pendant plus de 20 ans, restait éclairée comme d'habitude. La lumière ne s'éteignait jamais, tout comme Serge, âme en perpétuelle veille. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. La lueur provenant des fenêtres avait perdu son éclat habituel. Elle paraissait faible, tremblante, presque froide, comme la dernière flamme d'une bougie vacillante. Serge avait passé la journée à lutter contre des douleurs thoraciques qu'il avait, comme toujours, ignorées. Il était devenu trop familier avec ce cœur qui battait de travers, avec ce souffle court qui coupait ses phrases, avec ses mains tremblantes qu'il ne contrôlait plus. L'homme ordinaire aurait paniqué, Serge, lui, non. Dans les dernières années de sa vie, il n'avait plus peur de rien sauf du vide. Et pour combattre ce vide, il avait continué, encore ce soir-là, à boire, à fumer, à chercher dans l'ivresse un semblant de vie. Bambou, la femme qui partageait sa fin de vie, raconta plus tard que Serge avait été inhabituellement silencieux ce soir-là. Pas de sarcasme, pas de provocation, pas d'excès. Il ne joua pas une seule note. Il resta simplement assis dans son vieux fauteuil, un verre à la main, le regard fixé sur un point précis du mur, comme s'il essayait de traverser le temps pour revoir un fragment de son passé. Nul ne saura jamais à quoi il pensait. Peu, être à la musique. Peu, être à Jane Birkin. Peu, être à sa propre fatigue. Peu, être à tout cela à la fois, fondu en un seul poids impossible à décrire. Peu avant minuit, Serge se leva pour rejoindre sa chambre. C'était la pièce où il passait désormais la plupart de son temps. Un petit sanctuaire encombré de livres, de dessins, de photos et de dizaines de cendriers débordants. Ceux qui y étaient entrés décrivaient un lieu hors du temps, saturé de souvenirs, de regrets et d'odeurs, de tabac froid. Serge s'allongea, sans changer de vêtements. Il était épuisé. Son corps, son esprit, son âme, tout semblait au bord de la rupture. Vers 2 heures du matin, son cœur commença à se rebeller. Le rythme s'accéléra d'un coup, puis se ralentit brusquement, comme une machine trop usée, sur le point de s'arrêter. Une douleur violente irradia dans son bras gauche, signe évident d'un infarctus, mais Serge ne cria pas. Il n'avait jamais demandé de l'aide. Toute sa vie, il avait souffert en silence, et cette nuit ne fit pas exception. Il tenta de se lever, de reprendre son souffle, de chercher son briquet, comme si une dernière cigarette pouvait lui redonner un instant de répit. Mais il n'arriva même pas à l'allumer. Lorsque Bambou entra dans la chambre, elle le vit vaciller, les yeux grands ouverts mais vides, la bouche essayant de former des mots qui ne sortirent jamais. Une seconde plus tard, il s'effondra sur le sol. Une chute discrète, presque douce, comme si son corps avait enfin décidé de lâcher prise après tant d'années de résistance. Bambou appela les secours dans un état de panique absolue, mais lorsque les ambulanciers arrivèrent, le cœur de Serge battait si faiblement qu'il était presque impossible à détecter. Ils tentèrent de le ranimer, mais la mort était déjà là, silencieuse, déterminée. À 2h10, Serge Gainsbourg fut déclaré mort, dans la même maison qu'il avait inspirée et détruit. Il n'y eut ni projecteur, ni applaudissements, ni public. Seulement une chambre obscure, des mégots écrasés sur le sol, une bouteille encore ouverte, et le visage de Serge enfin apaisé. Une paix qu'il avait cherchée toute sa vie. Cette nuit fatale n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'une chute commencée des années auparavant, nourrie par les blessures de l'enfance, ravivée par les amours dévastatrices et achevée par des verres d'alcool dans une chambre sans lumière de la rue de Verneuil. Ce n'était pas seulement la mort d'un homme, c'était la fin d'une époque, celle où un artiste osait vivre trop fort, aimer trop fort et mourir comme si sa mort elle-même était un acte artistique. Lorsque la nouvelle de la mort de Serge Gainsbourg se répandit dans Paris au matin du 2 mars 1991, la France sembla retenir son souffle. Les rues, d'ordinaire bruyantes et impatientes, devinrent soudain silencieuses, comme si tout un pays avait besoin de quelques secondes pour accepter l'idée que l'homme qui l'avait tant fait rire, déranger, réfléchir, admirer, parfois exaspérer, n'était plus là. Mais en même temps que la perte se faisait sentir, une vérité éclatait. Serge Gainsbourg était mort, mais Gainsbourg, lui, venait d'entrer dans l'éternité. Dès les premières heures, des centaines de personnes affluèrent vers le 5 bis rue de Verneuil, se rassemblant devant la célèbre porte noire. Ils déposaient des fleurs, des photos, des lettres,
des cigarettes encore allumées ou des bouteilles vides, les symboles mêmes de la vie de Serge. Sur les murs, on écrivait des messages bruts, maladroits, mais profondément sincères. Merci Serge, le poète s'en est allé, Gainsbourg pour toujours. Certains restaient immobiles pendant des minutes entières, comme pour tenter de saisir un dernier souffle de sa présence. D'autres pleuraient, d'autres souriaient, mais tous avaient une chose en commun. Ils les avaient touchés, d'une manière que peu d'artistes savent le faire. La mort de Serge rouvrit immédiatement les débats qui avaient accompagné toute sa carrière. Était-il un génie ou un provocateur, un poète ou un fou, un libérateur de l'art ou un destructeur de ses règles? La réponse, comme toujours avec lui, se situait quelque part entre les deux. Serge n'avait jamais voulu qu'on le comprenne, il voulait qu'on le ressente. Et c'est pourquoi l'héritage qu'il laisse n'est pas fondé sur l'unanimité, mais sur l'émotion. Ses plus grandes œuvres, Melody Nelson, L'homme à tête de chou, Initials BB, Je t'aime, Moi non plus, Lemon Incest, survécurent à sa mort comme si elles venaient à peine d'être écrites. Elles ne sont pas de simples chansons, mais des fragments d'une âme mise à nu, des éclats d'une vie entière transfigurée en musique. Dans les semaines suivant sa disparition, les ventes d'albums explosèrent et toute une nouvelle génération découvrit sa discographie avec stupéfaction, un homme qui avait osé aller là où personne n'osait regarder. Au cimetière du Montparnasse, où il repose désormais, les visiteurs ne cessèrent d'affluer. Il laissait des cigarettes gitanes, des fleurs blanches, des photos, des mots gribouillés au bord de larmes. Sa tombe devint l'une des plus visitées de France, aux côtés de celle d'Edith Piaf et de Jim Morrison. Cela seul suffit à comprendre. Les artistes qui vivent trop fort, aiment trop fort et meurent trop tôt sont ceux que l'on n'oublie jamais. Mais le plus grand héritage de Serge n'est pas inscrit sur une pierre tombale. Il ne réside pas seulement dans ses chansons, ni dans les scandales qui ont jalonné sa vie. Son héritage vit dans les artistes qu'il a inspirés. Charlotte Gainsbourg, sa fille, porte en elle la même mélancolie lumineuse. Beck, Nick Cave, Air, Massive Attack, Phoenix ont tous revendiqué l'influence de Gainsbourg. Même la mode, l'art visuel, le concept d'album narratif porte son empreinte. Et peut être ce qui touche le plus, c'est la manière dont la France se souvient de lui. Non pas comme d'un homme parfait, Serge ne l'a jamais été, mais comme d'un homme vrai. Un homme qui a vécu jusqu'à se brûler, qui a aimé jusqu'à se perdre, qui a montré sa fragilité quand d'autres l'auraient caché. Serge n'a jamais excellé dans l'art de paraître irréprochable, mais il a été un maître dans l'art d'être lui-même. La nuit où Serge Gainsbourg s'est effondré fut la nuit où un homme est mort, mais ce fut aussi la naissance d'un mythe. Sa mort ne l'a pas effacé, elle l'a consacré. Et chaque fois qu'une de ses mélodies retentit, qu'un jeune artiste ose créer sans compromis, que quelqu'un de perdu trouve du réconfort dans ses mots, Serge Gainsbourg renaît encore une fois.